Et il est 18h, bienvenue dans 7 jours BFM. Bien évidemment, nous allons continuer de vivre l'ensemble de ces événements en direct, d'en parler, de les analyser, les décrypter, de parler évidemment de la contestation sociale qui s'est radicalisée depuis plusieurs jours maintenant, avec mes invités, notamment Dominique Da Silva. Bonsoir, merci d'être là, député La République En Marche du Val-de-Marne. Jean-Philippe Moinet, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la Revue Civique, président de l'Institut Marc Sangnier et éditorialiste à Le Huffington Post. Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV. Bonsoir Dominique, merci d'être là. Et Anne-Sophie Dubois. Bonsoir Anne, merci d'être sur le plateau de 7 jours BFM. Membre du service politique de BFM TV. Évidemment, priorité à ces images et donc priorité aux spécialistes de la sécurité, Dominique Rizet. Journée plutôt dans le calme pour ce 62e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Et point de tension désormais assez clairement. Gare de Lyon, c'était la destination finale, le point d'arrivée. Oui, absolument. Une journée calme avec une tension du côté de Châteaudun dans l'après-midi pour empêcher un Black Bloc de se constituer. Il y a eu 32 interpellations, il faut honnête à 32 interpellations maintenant. Et puis à la dispersion à la gare de Lyon, vous venez de le dire Ronald, avec quelques tensions, rien de bien méchant pour l'instant. Il y a eu quelques jets de projectiles sur les forces de l'ordre qui gardent l'esplanade pour empêcher les manifestants d'entrer dans la gare de Lyon. Et donc il y a eu des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, riposte des policiers avec des gaz lacrymogènes, incendie de quelques poubelles, et là visiblement ce sont des scooters qui brûlent. Ce serait une rangée de scooters parce que ça brûle beaucoup, donc avec de l'essence. Le camion des pompiers de Paris a réussi à s'approcher. Les braves, les brigades de répression des actions violentes, ont écarté les manifestants autour de cet endroit. Vous voyez, il y a le camion à eau, la mission du camion à eau, c'est le maintien de l'ordre et ça ne sert pas à éteindre l'incendie pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi ce camion n'est pas utilisé pour cela. Donc il y a le camion des pompiers qui va tenter d'approcher au plus près de cet incendie de 2 roues pour l'éteindre. Voilà. Bon, c'est la dispersion. Les manifestants peuvent partir par le boulevard Diderot. C'est un message que la préfecture de police de Paris a tweeté. Voilà la situation à 18h dans le secteur de la gare de Lyon où arrive cette manifestation. Merci beaucoup pour ces premières précisions. Rachid Temal, bonsoir. Vous venez de nous rejoindre, sénateur, porte-parole du parti, sénateur du Val d'Oise, porte-parole du Parti Socialiste. Question tout d'abord à Dominique Da Silva, je le rappelle, donc député de La République En Marche, du Val d'Oise, la majorité. Quelle est votre réaction quand vous voyez ces images? On aura du temps pour en reparler, mais on sent bien que la contestation sociale se radicalise contre la réforme des retraites, mais on voit bien aussi que les samedis de mobilisation des Gilets jaunes s'enchaînent et que le corollaire automatique, ce sont des violences, quels qu'en soient les auteurs. Là, j'ai pas l'impression que ce soit une contestation sociale, c'est plutôt un affrontement, tout simplement, une envie d'en découdre avec la République, tout simplement. Donc, moi, c'est un relent d'ultra jaune. Alors, on sans doute que les retraites est une bonne justification à ces actes, mais moi, j'y vois pas là, effectivement, une contestation à la réforme des retraites. Rachid Temal. Sur l'image ou les propos tenus? Votre réaction à la fois sur l'image, on parlait de l'image, le point de départ c'est l'image et l'analyse de l'image. Bon, c'est un peu hors sol, mais non, plus sérieusement, il y a une crise sociale dans notre pays maintenant depuis plus d'1 an. On ne peut pas le nier, il y a eu la crise des Gilets jaunes, la réforme des retraites. Il y a 2 façons ensuite pour le pouvoir de gérer les choses. Soit vous restez droit dans vos bottes en disant j'ai le droit pour moi, j'ai une majorité, je ne bouge pas. C'est pour l'instant ce que fait le gouvernement. Soit à un moment donné, vous entendez ce qui se passe dans la rue, les choses, vous sentez qu'il y a un sentiment aujourd'hui d'injustice, d'incompréhension, pour ça comme on veut, de contestation, d'opposition. Et là, je pense qu'il serait bon que le président maintenant puisse, et avoir les mots justes pour apaiser. Parce que le président, il a eu à un moment donné, au moment du grand débat, il a eu une grande conférence de presse à l'issue, en disant j'ai compris, je vais prendre le temps. Depuis, ce qui s'est passé? Il y a eu à la fois la réforme de l'allocation chômage, qui va être d'une violence inouïe, qui est déjà de violence, mais il y aura un second volet après les municipales. Et puis, il y a cette réforme des retraites. Voilà, donc à un moment donné, moi, je pense qu'un grand président peut dire, bon, j'ai un projet, vous avez voté ou pas, bon, j'ai un projet, manifestement, il y a une crise sociale, il faut entendre, on va faire un pas de côté, on va prendre le temps de discuter et d'avancer ensemble. Parce que sinon, je crois que le pire est devant nous. La réponse de Dominique. Non, mais là, ce que j'entends, évidemment, vous nous reprochez tout simplement de réformer. Voilà. Donc vous, si vous étiez au pouvoir, évidemment, il n'y aurait sans doute pas autant de confrontations parce que vous ne réformez pas.
Vous ne réformez pas le pays. Le pays est dans un sale état. Écoutez, je pense que le mandat précédent, les Français n'en ont pas retenu grand-chose. Il y a une réforme sur la sécu, il y a une réforme sur les retraites. Il n'y a pas eu ça. On va éviter de faire le bilan du quinquennat de François Hollande. Vous êtes en train d'apercevoir comment? On va pas revenir sur un. On va essayer de vivre ce quinquennat. La République en marche ne sait faire que cela. Non. Bon. En tout cas, vous ne savez pas réformer, ça c'est vrai. Parce que vous ne réglez pas les problèmes. C'est faux, monsieur. C'est faux. Nous avons équilibré le régime des retraites. Oui ou non? La réponse est oui. Non, mais vous avez gardé un tas d'injustices. Et d'ailleurs, ça, les Français le reconnaissent. Ils veulent mettre fin à des régimes spéciaux. La pension de reversion passant de 55 ans à 64 ans dans votre projet, c'est un progrès social. Là, vous devriez regarder le programme. C'est 55 ans, justement. On reprend cet échange, à la fois intéressant, quand on arrive à suivre, parce que ça reste quand même un petit peu technique, et comparer les quinquennats. Exactement, c'est un peu cela. Mais quelle que soit la spécificité, la complexité, on voit bien qu'il y a un gros hiatus, Anne, entre la volonté affichée au départ par le président de la République et dans son programme, et puis le résultat qui est que la contestation sociale ne faiblit pas, très loin de là. Oui, d'abord parce que, vous l'avez dit très clairement, tous les deux, c'est une réforme qui est extrêmement technique, déjà. Donc en termes d'explication politique, c'est un sacré challenge, ça c'est sûr. Rien que quand on commence à évoquer les termes d'âge pivot / âge de transition, 42 régimes refondés en un, la question de l'âge légal de départ, puis de l'âge pivot, puis du bonus-malus, puis des points dont la valeur n'est toujours pas fixée, système à points donc, mais on ne connaît toujours pas la valeur du point. Bien sûr qu'effectivement, c'est extrêmement difficile. Ça se double en plus, et c'est vrai, d'un moment où il y a eu une quasi-certitude, où tout était presque bordé en termes de communication politique, le discours du Premier ministre qui devait annoncer le contenu de la réforme, et puis des mobilisations qui ont commencé avant, ensuite des membres du gouvernement qui se sont parfois un peu contredits, jusqu'à des mobilisations qui se sont amplifiées, et donc un recul, en tout cas une ouverture de porte, direz-vous, mais l'âge pivot suspendu, en tout cas provisoirement reporté. On laisse ensuite cette possibilité de se débarrasser de l'âge pivot aux syndicats à qui on dit vous avez jusqu'au 21 septembre 2021, sauf qu'entre-temps, les députés vont devoir la voter, cette loi. Donc évidemment, en termes de calendrier et en plus en termes de complexité, les Français s'y perdent, et bien sûr que c'est anxiogène pour eux. On va prendre la température sur le terrain. Je reviendrai vers Jean-Philippe Moinet et Dominique Rizet dans un instant. Guillaume Bertrand, vous êtes toujours dans cette gare de Lyon avec ce qui ressemble à, ce qui devait être il y a quelques minutes une file de scooters qui est en train de flamber. C'est bien cela, vous nous le confirmez ? Oui, tout à fait. C'était des deux roues qui étaient en train de s'embraser, qui ont été enflammés par une partie des manifestants, et vous le voyez là sur ces images de Maxime Deveau, et bien que c'est désormais sont des préfabriqués qui ont été enflammés en plastique, et donc ça brûle très fort, et vous le voyez, il y a le canon à eau là des forces de l'ordre qui essaie d'éteindre ce feu. C'est assez inédit comme image, ce canon à eau, normalement, puisque ces camions ne sont pas utilisés normalement pour éteindre des feux, mais plutôt pour repousser les manifestants. Donc c'est assez inédit cette image, et il y a un épais cordon de policiers qui protègent l'action de ce camion à eau. Ils ont notamment fait usage de gaz lacrymogène juste avant que vous veniez vers nous pour repousser les manifestants qui étaient notamment de notre côté, et permettre à ce camion à eau d'intervenir en toute sérénité. C'est un peu compliqué la situation depuis tout à l'heure, avec effectivement des tensions entre une partie des manifestants et les forces de l'ordre qui utilisent beaucoup de gaz lacrymogène pour les repousser, et les manifestants qui leur jettent que ce soit des bouteilles vides ou encore des pavés. C'est pourquoi effectivement la situation était tendue, mais les manifestants ne sont pas parvenus à entrer dans la gare de Lyon. Les forces de l'ordre avaient bloqué suffisamment tôt les accès principaux. Guillaume Bertrand, une question, vous qui avez suivi le défilé, vous faisiez état un peu plus tôt de slogans contre Emmanuel Macron, de slogans contre la violence, mais sur le fond, quelles sont aujourd'hui, un an et demi quasiment après le début du mouvement, quelles sont les revendications des Gilets jaunes ? Eh bien, c'est difficile à dire, puisque ce qu'on entend en tout cas dans les manifestations, les slogans, ce sont des slogans hostiles à Emmanuel Macron, à sa politique depuis le début de son quinquennat, et puis à Édouard Philippe et également à Christophe Castaner, qu'ils tiennent en partie responsables des violences policières qu'ils subissent, notamment depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Alors, en gros, les revendications des Gilets jaunes, en tout cas de ceux qui étaient présents dans la manifestation, c'est plus de justice sociale, plus de justice fiscale aussi, même si de plus en plus, comparativement au tout début du mouvement des Gilets jaunes, il est difficile de définir des revendications exactes, et c'est toute la difficulté d'ailleurs aux manifestations des Gilets jaunes depuis plusieurs mois, c'est qu'il n'y a pas de revendications exactes, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de leader pour pouvoir les exprimer et bien regrouper ces revendications pour en faire quelque chose de plus fort à présenter. Alors voilà un petit peu ce qu'on a pu entendre, mais cette manifestation avait la particularité, au-delà des Gilets jaunes, il y avait aussi des personnes hostiles à la réforme des retraites. On a pu entendre des slogans anti-réforme des retraites.
Merci beaucoup Guillaume Bertrand pour ces précisions. Gare de Lyon, Jean-Philippe Moinet. Ce qui est frappant, au-delà des analyses politiques, c'est que cette mobilisation, depuis des semaines, celle des Gilets jaunes, puis celle dans les manifestations des syndicats, ne cesse de baisser. Et qu'en même temps, le gouvernement est incapable de passer au-dessus de cette contestation. Et la contestation ne semble pas devoir s'essouffler, même si elle reste à minima dans la rue en tout cas. Oui, c'est vrai, vous avez raison de souligner qu'il y a deux dimensions dans ce qu'on vit actuellement. C'est l'aspect, j'allais dire, quantitatif, numérique du nombre de manifestants. Et on voit bien, selon les indications du cabinet indépendant, en l'occurrence, prenons 3 chiffres, le 17 décembre, 72 000 manifestants sur Paris. Le 9 janvier, ils étaient 44 000. Et le 16 janvier, donc il y a quelques jours, il était 22 000. Donc on voit une décrue nette du nombre des manifestants. Bon, c'est à la fois normal, compréhensible. Depuis le 5 décembre, toujours les mêmes qui demandent les mêmes mobilisations. Donc CGT, FO et compagnons de route politiques, France Insoumise en particulier, et NPA. Bon, on voit que ça décroît en nombre. Par contre, on voit que les radicalités, ce qui est autre chose, la contestation radicale est autre chose que la mobilisation en nombre. Et la radicalité, elle, soit monte, soit plutôt continue. Aujourd'hui, il s'agit de savoir quelle est l'évaluation exacte du nombre, parce que est-ce que c'est en marge des Gilets jaunes ou au cœur des Gilets jaunes? Pour l'instant, évidemment. On communiquera les chiffres officiels quand nous les aurons, mais nous ne les avons pas. Il y a une vraie question qui se pose, c'est est-ce que c'est en marge au cœur des Gilets jaunes et Gilets rouges, pour reprendre l'expression de Philippe Martinez, qui lui-même revendiquait cette expression Gilets rouges, et est-ce que ce gilet rouge, jaune, voire noir pour les Black Blocs, est une tenue camouflage pour faire de la contestation radicalisée, mais pas forcément représentative dans une démocratie. Ce qui compte aussi, c'est quand même un peu le nombre et donc la représentativité de ces radicaux. Donc ça, c'est différentes questions qui sont posées et auxquelles on peut apporter quelques réponses en analyse en tout cas. 18h13, vous venez de le voir sur la grande horloge de la gare de Lyon, qui est le théâtre, cette gare, le parvis de la gare, qui est le théâtre d'un face-à-face parfois assez tendu. Dominique Ray, on voyait des membres des forces de l'ordre avec des casques blancs. S'agit-il des braves dont on sait que elles font partie du nouveau dispositif de sécurité? Alors, il y a des membres des forces de l'ordre qui ont des casques blancs, effectivement, qui font partie des braves. Alors, ce sont des casques intégrales de moto, puisqu'il y a dans ces braves des braves M. Braves M, ce sont des braves qui se déplacent à moto, par deux, sur ces motos, pour aller plus vite d'un point à un autre de la manifestation, en fonction des lieux de tension et de crispation dans ces manifestations. Évidemment, ici, place devant la gare de Lyon, eh bien, ces braves sont pédestres et vont sur des actions comme celle-ci. Vous voyez, un incendie, eh bien, ils vont essayer d'interpeller les auteurs de l'incendie et qui s'enfuient à toute vitesse. Et surtout, protéger les manifestants pacifiques qui attendent la fin de la manifestation. Donc, il faut les éloigner de ces foyers d'incendie et puis essayer d'attraper ceux qui s'en vont. Parce que le principe des casseurs ou des agitateurs ou des perturbateurs, eh bien, c'est d'aller un tout petit peu plus loin pour rallumer un incendie dans une file de scooters, une voiture ou une poubelle, histoire de perturber un petit peu la fin de la manifestation. On les voit ici, regardez, avec les casques blancs, ce sont des braves. Ouais. Quelle est leur première mission à l'heure où nous parlons, à l'heure où nous voyons, c'est de séparer les vrais manifestants de ceux qui vont face à face? Et c'est de faire en sorte, Ronald, que la manifestation se termine bien, que les manifestants puissent s'en aller. Donc le boulevard Diderot est ouvert pour que ceux qui veulent quitter la manifestation puissent le faire en toute sécurité. Et puis interpeller les perturbateurs, ceux qui veulent absolument, à la fin de la manifestation, faire, on le disait tout à l'heure, cette espèce de bouquet final. En allumant des incendies, en cassant des vitrines, voilà. Donc c'est une organisation qui est dirigée par le préfet de police, qui est dans la salle de commandement, et puis des commissaires de police qui sont sur place, qui donnent des ordres au commandant des CRS, au commandant des... On n'a pas vu de gendarmes là, sur cette manifestation parisienne. Ce sont des compagnies de sécurité et d'intervention dirigées par des commissaires, donc qui, eux, ont des ordres. C'est la dispersion, donc la dispersion, elle est annoncée. C'est officiel, c'est une annonce officielle. Dispersion, c'est la fin de la manifestation. Et à partir de ce moment-là, tout le monde doit s'en aller. Rachid Temal, je vous voyais réagir à ce que vous entendiez un peu plus tôt. Non, ce que disait Monsieur Moinet, vous dites que, en fait, dans vos discours, il y a une sorte de radicalité dans la manifestation. Qui s'intrude, oui, l'intrusion. Vous oubliez quand même que dans les manifestations, ce ne sont pas que des cheminots, ou je ne sais quoi, ou la CGT. Vous avez aussi des enseignants,
vous avez aussi les avocats, vous avez aussi des professions libérales, tout ça. Ça change Non, pas mais- l'intrusion. Mais attendez, on parle donc de choses. Donc le mouvement, en fait, il existe. Et quand vous regardez les Français, ils soutiennent plutôt la contestation de la réforme. Donc c'est pour ça non, qu'il là où il y a une c'est pas- séparation, c'est par rapport à ce que vous disiez. La séparation, c'est effectivement entre le nombre de manifestants, j'en conviens, et avec ce que pensent les Français. Et c'est là où il y a un débat. Non, mais Moi, j'étais par c'est un exemple hier à autre- c'est un autre Versailles. sujet. Là, on Bah oui, parlait mais des- hier à Versailles, par exemple, parce qu'il y avait devant la cour d'appel, il y avait 4 barreaux d'avocats, et ils ont manifesté également, parce qu'eux aussi contestent cette réforme. Parce que pour les avocats, par exemple, c'est le doublement des cotisations retraite, avec une baisse programmée, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, de leur pension de retraite. Mais Parce que monsieur, le point de c'est- départ, Et une captation de leur caisse et de une retraite. captation de leur retraite qui aujourd'hui, je le rappelle, verse chaque année 100 millions d'euros au régime général. Donc ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'à un moment donné, on voit bien que, et ce que vous disiez tout à l'heure, ce gouvernement n'arrive même pas à expliquer cette réforme. Et donc peut-être qu'il faut maintenant s'arrêter. pas l'entendre. Nous, non, surtout mais c'est ça. pas nous, Mais c'est si. les Français, entendez. Bah, Par exemple, écoutez, sur la question veulent ces gens? parlementaire, sur Dites-moi la ce question qu'ils veulent. parlementaire, sur Expliquez-moi la ce question qu'ils veulent. parlementaire, on nous propose d'aller voter une réforme. C'est comme si on vous disait montez Alors. dans un avion. Ok. Et on vous saurez qu'après, Mais- si finalement il s'est volé, s'il a du fuel, où il va-t-il Alors. aller? C'est pas entendable. On ne sait pas quel est le modèle économique d'une nouvelle réforme. Et on dit, votez là. Moi, je ne vote pas un chèque en Dominique blanc Silva, pour 67 millions de Français. Réponse de pour leur Dominique Silva et retraite. après Fabien Avocat. Ah, j'étais mal. Que veulent les gens présents par rapport à la réforme des retraites? Vous le savez? Non. Ils ont des points de vue totalement différents. Vous parliez des avocats. Les avocats, effectivement, ils bénéficient d'une démographie favorable. Ce qui leur permet, effectivement, d'avoir des niveaux de retraite sans Une doute caisse autonome particulière. excédentaire, pour essayer de Exactement. résumer Nous, ce que nous simplement. voulons, Non, non, leur niveau, c'est- n'avancez nous, ce que- pas. nous, ce que- Alors, et les enseignants, alors Alors, continuez les enseignants. Ce que nous Attendez. voulons, eh ben, encore une fois, pour les enseignants, vous le savez Donc les pertinemment, Français se ça a trompent. été rappelé. On va augmenter 12 progressivement, milliards. et notamment pour les Vous avez les plus, 12 plus milliards. jeunes. Mais c'est pas vrai. Mais C'est 30 euros par mois. Ils ont fait leur La réponse, je voudrais qu'on entende Dominique Silva pendant. L'autre projet, c'est que tous les Français soient dans un régime. Il y aura effectivement des fonctions pour lesquelles il y aura des spécificités, et notamment pour ceux qui nous protègent, on peut le dire comme ça. Pour le reste, ça va converger, ça prendra du temps, donc il n'y a pas non plus péril en la demeure, et on ne va pas Sans baisse de demander pension. du jour au lendemain Sans baisse de pension. à ne plus avoir Vous les garantissez qu'il n'y a droits pas de baisse de acquis. pension? Vous Bien garantissez- sûr. Donc Bien comment sûr, on c'est parle tout- Alors j'ai c'est une question. toute la problématique Comment vous passez de d'un l'équilibre. calcul Alors comment vous passez d'un calcul de 25 meilleures années dans le privé à 40 ans et vous ne touchez pas au niveau de pension? Expliquez-moi comment vous faites mathématiquement. Parce que Ah bah, dans votre système, Mais attendez. on est d'accord, vous sautez aussi le verrou des 14% du PIB qui verse aux retraites. D'accord. Tout ça, vous êtes d'accord Sauf ou pas? que dans le système Sinon, ça ne actuel, marche pas, vous votre savez système. très bien que Non, vous avez des a priori, ce n'est pas prévu. Enfin, Bah c'est- donc donc, ce après, système c'est ne marche pas. Mais Je crois non, que les gens Mais peuvent le l'explication, comprendre. je ne suis pas porteur du gouvernement, c'est le PIB augmente et donc la croissance et le PIB augmentent. Donc Et si il n'y ça a pas besoin de n'augmente toucher. pas, on fait comment? Ah non, mais moi je ne suis pas porteur du gouvernement, Non, je ne suis pas bah, ministre de voyez bien. l'économie. Donc voyez bien que là, on commence à je dire. suis mieux à ma voyez place. qu'il y a Donc, deux- j'y reste. il y a deux Mais dans le dossiers système d'actualité. actuel, non, mais Attendez, ça marche, et puis après, Mais non, J'essaie c'est juste jamais- de refixer pour que tout le monde puisse Voilà. comprendre et qu'on essaie d'avancer Donc, ensemble dans les Si discussions. M. Da Silva confirme qu'il n'y a pas de baisse de retraite pour aucun Français, je suis. Et si M. Da Silva si juste vous peut répondre, laissez-lui 30 secondes pour Et répondre. voilà, Allez-y. je vais répondre. Allez-y, S'ils c'est à vous. acceptent un allongement de la durée de travail, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est ce qu'on revendique, et il faut que cette... Voilà, c'est bien de le dire. Eh ben, et on l'a toujours Donc vous dit. proposez de Mais partir en attendez, retraite plus on longtemps. l'a toujours D'accord, dit. c'est bien. La problématique, c'est que cet pas ce que disent vos allongement collègues. de la durée de travail doit être juste. Et encore une fois, on souhaite préserver les pensions et le niveau de pension. Et quand vous dites les 25 meilleures années par rapport à toute une carrière, tout va dépendre de la valeur de points et de et comment va progresser la valeur du point. Donc- Et dans ces fameuses simulations, on ne prend pas en compte la progression de la valeur du point, qui sera indexée sur les salaires. Donc évidemment que vous sortez des chiffres qui ne... On comprend bien pourquoi cette réforme est Oui. difficile. Mais oui, parce qu'elle est technique, évidemment. Non, non, les pas techniques. Anne, vous qui êtes membre du service un peu politique de société. BFM, est-ce C'est un peu société. qu'il est forcément beaucoup plus facile pour un candidat à une élection présidentielle de dire je vais réformer les retraites et je ne veux plus de régimes spéciaux? C'est facile. Aujourd'hui, est-ce que l'exécutif n'est pas prisonnier du dogmatisme et des promesses qui sont faites de façon beaucoup plus facile? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fin des régimes spéciaux, clairement, une majorité de Français est pour cette suppression. Absolument. Et en même temps, les gens qui sont sur le terrain sont souvent ceux qui bénéficient de ces régimes spéciaux, à tort ou à raison, sans les juger. Mais il y a donc forcément ce décalage. Alors déjà, sur le fait de faire la réforme et de la tenir, il y a aussi une question d'électorat. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a été élu avec la promesse faite à son propre électorat, à lui. Et là, on ne parle pas d'électorat de droite qu'il faudrait séduire ou d'électorat de gauche qu'il faudrait cajoler l'aile gauche de la majorité, mais on parle de son électorat à lui. Il a été élu
par ceux qui l'ont élu avec la promesse qu'il serait un président qui réformerait. S'il s'arrête de réformer, Monsieur Temal, s'il vous plaît, s'il s'arrête de réformer, il perd la confiance de cet électorat-là, ce qu'il ne veut surtout pas faire. Donc déjà, c'est une volonté politique, stratégique, indispensable pour lui. Ensuite, en ce qui concerne les fameux régimes spéciaux, il sait bien que la majorité des Français y sont opposés aujourd'hui. La majorité des Français, ça ne les émeut pas plus que ça qu'on supprime aujourd'hui certains régimes spéciaux. Alors encore une fois, est-ce que vraiment tous les régimes spéciaux sont connus dans le détail, les fameux... tous les 42 régimes, dont les régimes spéciaux. Est-ce que, dans le détail, les Français connaissent tous ces régimes spéciaux? Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que concernant un certain nombre de corporations, notamment la SNCF et la RATP, parce qu'il y a des précédents quand même politiques, ce n'est pas la première réforme des retraites, ce ne sont pas les premières manifestations. Il a mis à la tête de Matignon Édouard Philippe, qui est un enfant Juppé, pourrait-on dire, en tout cas un élève Juppé, qui lui-même avait eu en son temps à conduire sa propre réforme des retraites, qui d'ailleurs s'était mal passée aussi, moins de jours de grève, mais tout aussi violente. Et donc, dans cette façon de mener la réforme, il y a effectivement une ligne de crête politique, c'est-à-dire qu'il faut garder son électorat, continuer à pousser la réforme, supprimer les régimes spéciaux, tenir là-dessus, et dans le même temps, essayer quand même de répondre à l'inquiétude des Français, qui ne comprennent pas forcément toujours ce dont il est question, et aux oppositions qui, elles-mêmes un peu, soufflent sur les braises, parfois pour les plus extrêmes d'entre elles, et qui affirment que ce président ne se soucie pas du pouvoir d'achat des Français. Ça, c'est la ligne de crête politique. C'est aussi simple que la réforme des retraites. Il y a autant de... Le terrain, à présent, Guillaume Bertrand, vous êtes toujours aux abords de cette gare de Lyon. Quelle est la situation désormais? La situation s'est calmée un peu, en tout cas depuis tout à l'heure, où il y avait des véhicules qui avaient été incendiés, également des préfabriqués qui avaient été incendiés, et les interventions des pompiers avaient été compliquées par la masse de manifestants et de gilets jaunes qui étaient autour. Résultat, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour repousser les manifestants, et c'est un canon à eau qui a permis d'éteindre l'un des incendies qui avait été allumé par les manifestants. Alors la situation s'est calmée, mais les forces de l'ordre bloquent toujours les accès principaux de la gare de Lyon, et il y a un long cordon de policiers avec toujours des invectives. En fait, le problème, comme à peu près à chaque manif de gilets jaunes ou même de manifestation contre la réforme des retraites, c'est qu'il n'y a qu'un accès pour sortir d'une manifestation. Ça peut paraître simple, mais en fait c'est plutôt compliqué sur le terrain. Résultat, il y a des tensions entre ceux qui veulent sortir et les forces de l'ordre. Ça peut effectivement déboucher sur des jets de projectiles, des usages de gaz lacrymogène, mais on assiste en tout cas depuis 15-20 minutes à une accalmie ici à la gare de Lyon, mais les accès principaux de la gare de Lyon sont toujours bloqués par les forces de l'ordre. Merci beaucoup Guillaume Bertrand. Évidemment, priorité à vous et aux équipes BFM TV si la situation évolue dans un sens ou dans l'autre. Dominique Rizet, pour l'instant, on est quand même assez loin on se souvient des incidents, place de la Saint-Augustin notamment, avec des face-à-face extrêmement violents. On semble, évidemment, à la vue des images dont nous disposons et de la caméra BFM TV qui se balade en direct, on semble loin de ces épisodes-là. Oui, place Saint-Augustin, place d'Italie aussi. Ça avait été particulièrement brutal en termes d'affrontement. Et là, donc, non, mais ça se passe plutôt bien. C'est une dispersion devant la gare de Lyon avec quelques incendies de poubelles, quelques incendies de scooters. J'ai dit tout à l'heure, du côté de Châteaudun, les ultras, les Black Blocs ont essayé de s'inviter dans la manifestation. Il y a eu beaucoup d'interpellations, 32. Ça fait quand même beaucoup de monde à cet endroit-là. Donc je crois que la manifestation d'aujourd'hui, on peut dire que dans l'ensemble, elle s'est plutôt très bien passée. Elle a suivi son cortège, les policiers ont empêché les débordements, les départs dans les petites rues. Elle arrive ici à la gare de Lyon, il y a eu des incendies de poubelles, des incendies de deux roues, des projectiles sur les forces de l'ordre. J'ai envie de dire que ça fait partie du folklore. Aujourd'hui, passez-moi l'expression, du folklore des manifestations, avec... des policiers qui lancent des gaz lacrymogènes, et puis à un moment, l'ouverture de ce boulevard Diderot pour que les manifestants puissent rentrer chez eux. Regardez, c'est en train de se disperser. Voilà, les gens tournent un petit peu en rond, ne savent pas trop par où aller. Les policiers les dirigent. On voyait tout à l'heure, pendant que vous parliez, une personne âgée qui ne savait pas trop où aller. Donc les policiers lui ont indiqué la sortie vers le boulevard Diderot. C'est la fin de la manifestation.
Jean-Philippe Moinet, on est dans une forme de statu quo, en tout cas pour l'instant. Il y a eu des gestes du gouvernement, il y a une opposition qui s'oppose, il y a des syndicats qui continuent, même si ça devrait bouger au début de semaine dans la RATP notamment, puisque l'UNSA-RATP demande d'arrêter le mouvement en attendant de trouver d'autres moyens de se mobiliser. Ça peut durer combien de temps ? Qu'est-ce qui pourrait faire arrêter soit la mobilisation sur le terrain, soit faire reculer définitivement le gouvernement ? Alors, ça peut ne pas s'arrêter du tout en termes de manifestations symboliques ou pas. Et c'est là que l'enjeu de la mobilisation en nombre est important. Ça dépend de quoi on parle. Pardon, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, la mobilisation ne cesse de baisser, que ce soit les gilets jaunes ou les mobilisations essayées. Pas tant que ça, c'est ce qui est frappant justement, c'est le statu quo, alors que quand il y a 12 000 personnes qui manifestent à Paris, mais pardon, on a tous connu dans la carrière journalistique, dans la carrière d'étudiants, des défilés à 200, 300, 400 000. 12 000 personnes dans Paris. Ça n'est rien, ça ne représente rien en termes de nombre. Sur votre question, quand est-ce que ça peut s'arrêter ? D'où la question. Si on est à quelques milliers de personnes, ça peut ne pas s'arrêter. C'est ça que je voulais souligner. Et c'est vrai qu'on voit finalement, pour contourner peut-être la question du nombre, la question du symbole. Et c'est vrai que des formes de contestation symbolique avec des opérations coups d'éclat sympathiques comme devant l'opéra ou des coups de poing moins sympathiques et les violences que l'on sait et notamment l'épisode qu'il faut quand même relever on va le relever, au passage sur les bouches du Nord, il y a 48 heures de l'intrusion de contestataires radicaux au siège de la CFDT qui, comme par hasard, est le syndicat réformiste qui demande, d'ailleurs non pas depuis 2 ans ou 2 mois, mais depuis 10 ans, la réforme de retraite à point. Donc il y a aussi la question de l'articulation au sein de la démocratie sociale des syndicats entre ceux qui sont pour la discussion maximale, ceux qui sont pour la confrontation maximale. Et puis dans la démocratie politique, on voit toute une pluralité de positions avec aussi des mouvements radicaux qui accompagnent jusqu'à présent la mobilisation syndicale du front CGT-FO, et notamment France Insoumise, qui a demandé d'ailleurs, cette expression de Jean-Luc Mélenchon, d'être en première ligne de front de cette mobilisation-là, mais qui en nombre se réduit. Et donc la question pour l'opinion est aussi nouvelle. C'est qu'on voit aussi s'articuler dans l'opinion des effets répulsion des radicalités. C'est pour ça que la question des radicalités n'est pas secondaire non plus, y compris en termes d'impact pour l'opinion. Et on peut penser, et ce qui m'a frappé, c'est un sondage d'il y a 2 jours, Elab, Les Échos, qui reprend les codes de confiance du président de la République Emmanuel Macron et du Premier ministre Édouard Philippe. Et qu'est-ce qu'on voit ? Depuis novembre, décembre, janvier, plus 4 points pour le président de la République et plus 3 points pour le Premier ministre. Que s'est-il passé ? On peut imaginer que là, une forme de confrontation directe CGT-Martinez n'a pas desservi, paradoxalement, le pouvoir exécutif pour l'instant en termes de code d'opinion. Ça peut arriver dans 2 mois, mais donc la convergence des luttes n'a pas forcément eu un impact démesuré, on va dire, sur le niveau de popularité, qui n'est pas énorme non plus, c'est 33-34%, mais c'était quand même une tendance plus 4. Donc c'est quand même des enseignements pour l'opinion qui laisse entendre que ce clivage-là ne dérange pas fondamentalement, pour les raisons rappelées tout à l'heure par votre journaliste politique, ça ne dérange pas fondamentalement l'axe stratégique du gouvernement. Ça veut dire que politiquement, alors qu'on aurait pu penser le contraire, la stratégie, le calendrier, le temps joue pour le gouvernement, joue pour Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. D'où les accusations de pourrissement de certaines personnes dans l'opposition. Je pense que les Français, une bonne partie des Français, ont compris qu'on avait une ligne qui était... Alors, quoi qu'on en dise, assez clair, on voulait cet équilibre. Les syndicats n'en voulaient pas. Qu'est-ce qu'on a obtenu finalement après ces 40 jours ? C'est d'arriver effectivement à une conférence des financements et on maintient bien l'équilibre, on veut un équilibre du système de retraite et ça, les syndicats n'en voulaient pas. On l'a obtenu et en contrepartie, on renonce peut-être provisoirement, peut-être durablement, j'en sais rien, à l'âge pivot. Voilà. Mais moi, quand je vois ça, je m'inquiète quand même pour tous les commerçants et pour tous ceux... Alors, certes, Dominique Rizet, on est d'accord, ça devient un folklore. Mais moi, je trouve ça inadmissible. On ne devrait pas l'accepter. Si on commence à accepter un folklore tous les samedis parce que derrière, finalement, c'est une façon d'exprimer son mécontentement, moi, je dis non. Et vous devriez dire non, monsieur le sénateur. Vous devriez dire non. Vous ne devriez pas légitimer ce genre d'action. Ce n'est pas normal. Juste ces images en direct, on voit une avancée très rapide. Tout à l'heure, tout simplement. Voilà, tout simplement. Feu de poubelle et les forces de l'ordre qui sont en train d'avancer. Quelle est la réponse ? Monsieur Temal, je ne veux pas vous demander évidemment de soutenir monsieur Da Silva et la majorité, mais on peut imaginer qu'à un moment, ça fait partie du jeu politique. Vous êtes membre d'un parti classique, traditionnel, le PS, qui a été au pouvoir, et de dire à un moment... On essaie d'avancer, laissons le dialogue et surtout arrêtons de jeter l'huile sur le feu.
Arrêtons de critiquer systématiquement de façon parfois assez binaire ce qui se passe. Je ne parle pas de vous personnellement. Alors, ni de moi, je crois, ni de mon parti. C'est parce que j'ai essayé. Non, mais c'est pour ça que je le précise. Oui, mais c'est bien ce que moi, je suis pas là-dedans. Je parle de votre attitude d'homme politique ou de membre de la politique. Je vais vous répondre. Moi, à titre personnel, je suis favorable à une réforme des retraites à un régime universel, mais pas celui-ci. Parce que c'est pas parce qu'on met le mot que ça veut dire cela. Et si je peux faire un petit retour en arrière, vous évoquez tout à l'heure la question de la campagne présidentielle. Le candidat Macron a bien dit qu'il ferait cette réforme du régime universel. Mais il a aussi dit qu'il ne toucherait pas à l'âge de départ à la retraite. Et tout à l'heure, vous avez entendu M. Da Silva qui vous dit non, attendez, puis après on va poursuivre. M. Da Silva tout à l'heure qui a dit qu'il fallait toucher et donc reculer le départ. Non, à la durée de travail. Sauf que le débat, excusez-moi. Vous avez bien compris la différence entre l'âge légal et la durée de travail. Quand vous dites à quelqu'un, excusez-moi, pour avoir 100%, vous partez pas, c'est de fait. Je crois que les Français ont compris. Pour autant, ça n'est pas repoussé. Monsieur Thémal. Donc je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Il faut quand Ensuite, oui, vous allez répondre. Ensuite, sur la question de pourquoi cette réforme d'équilibre. Il faut dire la réalité aux Français. En 2007, il n'y a pas de problème d'équilibre. Et le Conseil d'orientation des retraites dit il n'y a pas de problème. Pourquoi dorénavant il y a un problème? Il faut le dire. C'est pas à cause des dépenses, c'est à cause des recettes. Pourquoi? Parce que le gouvernement que soutient M. Da Silva, il a pris 2 mesures. Baisse du nombre de cotisants, notamment la fonction publique, et 2, le fait que les exonérations n'ont pas été compensées par le budget de l'État à la Sécu. Donc il a organisé un déficit et maintenant il dit aux gens, vous devez le payer. Et sur la conférence, vous dites, M. Da Silva, que vous avez fait... Non, je rappelle, c'est la CFDT qui a fait cette proposition qui vous permet d'avancer sur la conférence. Je rappelle que sur la conférence, c'est assez drôle. Il y avait dans le débat 2 lignes rouges. La première, l'âge pivot. Le gouvernement dit, je recule, on ne sait pas très bien. Bon, provisoire, pas provisoire, ça dépend du ministre et ça dépend des semaines. On ne sait pas. Mais il y a une deuxième ligne rouge que personne n'évoque, la question des cotisations. Et là, bizarrement, le Premier ministre, dans sa lettre, dit on ne touche pas aux cotisations. Donc il vous dit, vous devez trouver une solution, mais je vous enlève une moitié des choses. En fait, vous avez pied moins lui. Ça, c'est le problème. Ça, c'est sur la question de maintenant. Et puis après, il y a l'avenir. L'avenir, aujourd'hui, vous pouvez tourner dans tous les sens. Il n'y a aucun Français qui croit que le gouvernement va maintenir au mieux, son niveau de pension. Et c'est bien ça. On écoute Dominique Da Silva. Alors, vous parliez effectivement de l'âge de départ légal, 62 ans. Dites-moi, avec la réforme Touraine, qui peut prétendre partir à 62 ans à taux plein? 63,4 aujourd'hui. Voilà, alors que vous avez demandé aux Français une durée de travail de 43 ans. Comment c'est possible? Bah oui. Vous oubliez alors le départ les carrières longues. Mais ça, on le maintient. Vous le maintenez. On le maintient. C'est pas précisé. Ah bah si. Sur la différence avec l'argent. Mais vous mentez, c'est depuis. Mais attendez, c'est dans le rapport de Levoix. Ah non, le rapport de Levoix, moi je parle du projet qui sera déposé au gouvernement. Mais dans le projet, évidemment. Mais bien sûr que non, parce que ce qui est déposé aujourd'hui, il y a la semaine dernière, le Premier ministre a dit, le projet... Non mais vous êtes d'une mauvaise foi incroyable. On écoute tout simplement. La la mesure des carrières longues, on l'a dit et redit, et dès le départ... Je je reviens vers vous dans une petite seconde, mais juste Thomas Herman qui est sur place. Je me tourne vers lui. Thomas, vous êtes donc Gare de Lyon. Quelle est la situation? Et après, je reviens vers vous. Écoutez, c'est désormais un petit peu plus calme. Le gros de la dispersion a fait son effet, en tout cas par les forces de l'ordre. Mais vous les voyez quand même, il y a encore une forte présence policière, notamment ces gendarmes mobiles qui quadrillent l'ensemble de la zone du parvis de la gare de Paris, gare de Lyon. Les tensions tout à l'heure se sont concentrées essentiellement rue de Lyon. C'était la fin et le lieu de fin de la manifestation pour ce 62e samedi des Gilets jaunes. Alors pourquoi il y a eu des tensions? Eh bien, c'est notamment des jets de projectiles qui ont été lancés à destination des forces de l'ordre, et ce à de nombreuses reprises. Les forces de l'ordre qui ont dû donc disperser la foule à de nombreuses reprises également à l'aide de gaz lacrymogène. Désormais, la situation est un petit peu redescendue. C'est un petit peu plus calme que tout à l'heure. Tout de même, les forces de l'ordre restent assez vigilantes. Il reste encore quelques manifestants qui sont présents sur ce parvis de la gare de Lyon. Pour vous donner une information, les accès de la gare de Paris, gare de Lyon ont été fermés pendant plusieurs dizaines de minutes par mesure de sécurité. Les voyageurs qui voulaient prendre un train étaient tenus à l'écart et ne pouvaient pas se rendre à l'intérieur. Les gens qui étaient à l'intérieur de la gare ne pouvaient pas en sortir. Idem pour ceux qui étaient à l'extérieur, ne pouvaient pas y pénétrer. Vous le voyez un petit peu, la situation qui se stabilise tout de même à l'heure où je vous parle à la gare de Paris, gare de Lyon, mais tout de même important dispositif policier qui est en place avec 2 canons lanceurs d'eau qui sont positionnés de part et d'autre du parvis. Thomas pour ces précisions, Gare de Lyon pour BFM TV. Monsieur Da Silva, je vous ai interrompu pour le direct, je vous redonne la parole. Écoutez, en tout cas, Monsieur Thémal peut très bien, même s'il est socialiste, on a des mesures sociales dans cette réforme des retraites. Le minimum contributif à 1 000 €, vous ne l'avez pas soutenu.
Enfin, vous ne l'avez pas voté, vous, pendant votre mandataire. J'ai déposé au Sénat, votre majorité a refusé de le voter. Oui, non. Bah, alors, si, je peux vous donner d'ailleurs l'amendement. Si oui, bah, alors là, on est dans la... En tout cas, on est bien d'accord tous les deux que ça fait partie du projet de loi. Et moi, je suis pour 100% du SMIC. Oui, bah voilà, toujours plus, mais qui va payer? La demande de la CFDT. Oui, bien sûr, mais qui va payer au bout? Mais qui va payer au bout? C'est pour ça qu'il faut élargir l'assiette, monsieur. Exactement. Et vous voulez donner aux avocats toujours un régime particulier, enfin vous défendez... Bah oui, mais à un moment, ce que l'on veut, c'est mettre tout le monde, effectivement, dans un même régime, pour qu'il y ait un équilibre, et on maintient le fait qu'il n'y aura pas de baisse, encore une fois, des pensions, à condition, c'est vrai, qu'il y ait une durée de travail un peu plus longue, mais en prenant en compte des mesures par rapport à la pénibilité, et les carrières longues, et c'est maintenu évidemment, et on va pousser un petit peu plus. Voilà. J'ai une question de Jean-Philippe Monet. Une question pour monsieur le sénateur du Parti socialiste, monsieur Kemal. Kemal. C'est avec un T. Kemal, c'est en Turquie. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'était Moustapha. Avec un T. Moustapha. Et moi, c'est Rachid. Oui, je sais bien. On fait un peu d'histoire. Faisons un peu d'histoire. Allons-y. Ma question était double sur à la fois le sujet des violences et le sujet de la CFDT et de la réforme du système de retraite à points. On a entendu un silence un peu assourdissant aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon par rapport aux violences qui ont été commises ces 48 dernières heures. Donc on peut considérer que quand ça le concerne pour son siège, c'est d'un seul coup la tonitruance habituelle. Quand ça concerne le siège de la CFDT, silence bizarrement de Jean-Luc Mélenchon. Quelle est votre position et celle du Parti socialiste sur le sujet des violences? Et par ailleurs, distinctement, votre position par rapport à la CFDT dont on disait historiquement qu'elle n'était pas très éloignée du Parti socialiste. Et donc quel est... votre écart, grand écart, petit écart par rapport à la CFDT et son projet préexistant? Réponse de Rachid Temal. Sur le premier point, je crois que vous faites une fixation sur la Radiquée et Jean-Luc Mélenchon. Je vous le redis, moi, mon axe de réflexion n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Non, mais sur les violences. Non, mais vous faites d'abord... Donc moi, dès hier, j'ai condamné, vous pouvez regarder sur le compte, j'ai condamné cette intrusion et je condamne toute violence. J'ai bien dit toute violence dans le débat politique. Pour moi, la démocratie, c'est une majorité d'opposition, un débat, mais en aucun cas, rien ne justifie la violence. Non, mais c'est un sujet important. Merci. Merci je vous dis d'ailleurs, j'ai eu hier un échange rapide avec effectivement le secrétaire, donc Laurent Berger. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et moi, je condamne toute forme de violence. Bon. Proximité entre la CFDT et le Parti socialiste. C'est le deuxième point, j'allais vous le dire. Cher monsieur, c'est important parce que ce n'est pas un point de détail de la vie politique et démocratique du pays. Pourquoi? Parce que ça distingue aussi ceux qui peuvent verser dans une forme de populisme et qui mettent l'insurrection au cœur de leur doctrine, et ceux au Parti socialiste qui sont dans une position responsable, qui est celle d'un principe de gouvernement et de responsabilité des affaires publiques qui exclut la violence. Donc vous avez confirmé cette ligne de différence, on va dire, entre ces deux mouvements politiques, et comment... Mais voilà, je vous le redis, moi, encore une fois, vous dites c'est différent. Moi, je ne me positionne pas en fonction de Pierre, Paul ou Jacques. Ma famille de pensée, qui a démarré avec un parti dès 1905, n'a jamais été dans la violence ni dans l'insurrection. Et donc aujourd'hui, quand vous regardez, à la fois quand nous avons su diriger ce pays, mais également les collectivités que nous dirigeons, il n'y a aucun processus d'insurrection, je ne sais quoi, de dirigeants des pays, des collectivités, sérieusement. Sur le rapport aux syndicats, moi je considère que notre formation politique, le Parti socialiste, doit discuter avec l'ensemble des syndicats. Et il y a, vous savez, des gens qui ont été historiquement proches de la CFDT, mais également de Force ouvrière ou d'autres. Moi, mon souci, c'est pas de savoir si je suis proche de Pierre ou de Jacques, c'est de se dire quelle est la ligne politique du Parti socialiste. Parce que, non mais, c'est notre ligne politique. À partir de là, moi je vous l'ai dit, me concernant, je suis favorable à une réforme de justice sociale et donc une réforme universelle. Par exemple. À point ou pas à point? Mais le point, c'est forcément cela. Je n'ai pas de souci avec le point. Et je vous donne un exemple concret. Par exemple, la pénibilité. Aujourd'hui, nous, sous l'ancien gouvernement, vous savez, M. Da Silva avait du mal. Alors, il y a eu 10 critères. Ce gouvernement actuel a retiré les 4 critères principaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, concrètement... Estimant qu'il y a des usines à gaz pour l'évaluation. C'est peut-être moins une usine à gaz que le régime actuel qu'on nous propose, qui coûterait, d'après certains économistes, entre 40 et 70 milliards en plus. Bon, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, il y a 150 000 personnes qui seront concernées par les critères restants. Si vous ajoutez les 4, qui sont quand même notamment pour des personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire, qui désossent toute la journée, des personnes dans les EHPAD ou dans les hôpitaux qui soulèvent des personnes pour les aider, ça, c'est 800 000 personnes. On peut considérer qu'aujourd'hui, parce que sérieusement, quand vous regardez l'espérance de vie en bonne santé, entre un ouvrier à 4, il y a 6 à 7 ans, il faut l'intégrer, ça, dans une réforme de retraite. Et entre les femmes et les hommes, alors vous faites comment?
Mais les hommes et les femmes, alors je vais vous continuer. Alors ça, c'est le premier point. Mais alors aussi, vous allez voir. Ça, c'est le premier point. Il faut donc intégrer les 4 critères de réforme supplémentaires. Sur les hommes et les femmes, on sait bien que le problème que nous avons en France, c'est la différence des salaires. Parce que c'est tout au long de la carrière, l'espérance de vie. tout au long de la carrière, qu'il y a ce différentiel-là. Troisième élément, regardez sur notamment la question des retraites. On dit, il faut prolonger. Bon, 60-64 ans, les Français, il y a à peu près un tiers qui est dans l'emploi. Les autres ne sont pas dans l'emploi. Quelles sont les mesures qu'on met dans ce projet pour faire en sorte que les personnes, les seniors qui ont travaillé, qui ont créé de la richesse, puissent continuer à travailler? La réponse, il n'y a rien dedans. Oui, donc moi, je vous propose des choses concrètes. Donc, la réponse de M. c'est pas de la CFDT qui discute, qui est axée sur le sujet. Moi, sur la question... Monsieur Da Silva a des choses à dire. Pour moi, sur la pénibilité, je suis d'accord. Sur l'espérance de vie, ça devient un petit peu plus compliqué quand même. Parce que c'est pas que le travail, c'est aussi, évidemment, la façon dont on... La culture de vie, la façon... Exactement. Donc, mettre ça dans une réforme des retraites, ça me paraît un peu dangereux. Pour le reste, la pénibilité, quand vous disiez les critères qui ont été retirés, ils n'ont pas été retirés. Simplement, on les mesure différemment. On les mesure en passant devant un médecin et si on a une incapacité de 10%, on en tient compte. Donc ce n'est pas vrai. Simplement, on ne demande pas à l'employeur d'aller peser chaque carton que vous allez soulever, etc. etc. Même des gens de chez vous contestent ce que vous dites. Même des députés à la plus grande marche demandent l'intégration des critères comme moi. Il y a des gens chez vous qui ne pensent pas comme vous, j'imagine. Il y a des gens... Et chez les socialistes, ils pensent tous comme vous. Demandez aux syndicalistes. Est-ce que chez les socialistes, ils pensent tous comme vous? Est-ce qu'ils demandent la réintégration des syndicalistes? Écoutez, la pénibilité, elle est prise en compte, différemment. Voilà. Mais non, c'est pas un mensonge absolu. C'est la vérité. Elle est prise en compte à partir d'un diagnostic médical. Il y a 4 qui ont été retirés. Pour le reste, ils ont été retirés. Pour un mode de calcul différent. Je confirme que vous avez tous deux raison. Exactement. Donc c'est vous qui êtes menteur en disant qu'on les a retirés et qu'on n'en a rien fait. C'est ça, monsieur Da Silva. Voilà, exactement. Allez, le terrain. Dominique Rizet, on va laisser nos deux responsables politiques J'avoue que je suis un peu perdu. Parfois, mais c'est toute la richesse des débats autour de cette réforme. Je vais la prendre dans un an et demi, je comprends rien. Pour vous, ça changera pas, monsieur Rizet. Ni à la REM, ni au Parti Socialiste. En attendant, Dominique, en attendant de partir à la retraite, on va profiter de vos informations, notamment, on le disait, dispersion de la manifestation aux environs de la gare de Lyon. Quel bilan peut-on en tirer, notamment sur le nombre d'interpellations qui a un peu évolué, je crois? Alors, 37 interpellations au total, ça fait 5 de plus qu'à 16h30 où on avait des interpellations, il y avait eu des interpellations donc de casseurs dans le secteur sur le trajet de la manifestation, dans le secteur de Châteaudun. Donc 37 interpellations. C'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce que c'est une manifestation qui s'est quand même passée dans le calme, et peu parce qu'effectivement il y a eu beaucoup plus d'interpellations au cours d'autres manifestations. Il y avait visiblement quand même beaucoup de monde dans cette manifestation aujourd'hui. On est ici dans le secteur de la gare de Lyon où les choses se sont un peu tendues au moment de l'arrivée de la dispersion de la manifestation, avec beaucoup de monde qui était groupé, les policiers, pour organiser le secteur de la gare de Lyon et protéger la gare elle-même d'un possible accès par les manifestants jusqu'aux voies de la gare de Lyon. Et bien le temps que les policiers se mettent en place, que les forces de l'ordre se mettent en place, la manifestation a été bloquée. Ça fait une foule compacte qui ensuite, au moment d'arriver dans le secteur de la gare, a été bloquée et évacuée ensuite du côté du boulevard Diderot. Quelques incendies de poubelles, de scooters et puis intervention des pompiers. Là, les choses reviennent au calme. Merci beaucoup, Dominique. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier, mesdames et messieurs, sur le théâtre des Bouffes du Nord, avec cette scène assez surréaliste. Une cinquantaine de militants ayant appris la présence d'Emmanuel Macron et de son épouse à l'intérieur de ce théâtre tentent d'y pénétrer par la force, au cri de Macron démission. Le président de la République rentrera à la fin du spectacle sous escorte. Quel regard, Dominique Da Silva, vous portez sur ce qui symbolise, il faut bien le dire, cette espèce de radicalisation, ou de changement de ton, ou de changement de méthode de la part des opposants, quelle que soit leur identité? Moi, ce qui me scandalise, c'est le manque de respect que l'on a. Alors après, on peut en penser ce qu'on veut, on n'est pas forcément d'accord avec Emmanuel Macron, mais c'est le manque de respect que l'on a envers la fonction. Moi, il y a des présidents de la République pour lesquels j'étais pas d'accord avec leur projet et avec leurs réformes. Encore dernièrement,
avant nous. Et pour autant, Vous venez de la droite. Les membres de la gauche ont rejoint Emmanuel Macron. Monsieur Da Silva vient de la droite. Non, mais J'ai pas dit ça. attendez, je termine. Et pour autant, ça ne me viendrait pas à l'idée de dire venez, il y a le président qui est là, venez en découdre avec lui. C'est complètement fou. Et ça, c'est vrai que les réseaux sociaux nous rendent énormément de services, mais pour le coup, dans ce contexte-là, évidemment, je trouve ça inadmissible. Rachid Temal, on a bien compris ce que votre réponse tout à l'heure à Jean-Philippe Moinet sur la condamnation des violences, mais comment... Je condamne, c'est le dire. Moi, je ne vous repose pas la question, c'est intégré. Mais comment un responsable politique peut agir pour éviter que ce type de scène se reproduise, quelle doit être l'attitude du politique? Est-ce que c'est le rôle du politique de dire à un moment, stop, ça, non? Est-ce qu'il a la main aujourd'hui encore? Je veux dire, il y a déjà au moins le fait de le dire. Il faut sans cesse le réaffirmer. Après, il y a un élément qui je crois, dépasse les politiques, mais qui touche aussi les médias, l'ensemble de la société. C'est qu'il y a une forme de violence qui, d'ailleurs, dans tout le domaine. Et très honnêtement, quand vous passez quelques minutes sur les réseaux sociaux, vous voyez bien, aujourd'hui, il y a ce sentiment... Les réseaux sociaux ne sont pas les médias. C'est pas la même chose. Non, j'ai pas dit ça. Non, je vous disais, il y a une certaine aussi dans les médias. Je dis les réseaux sociaux et les médias ne sont pas la même chose. Vous avez aussi un rôle. Oui, bien sûr, évidemment. Je n'ai pas dit que vous étiez... Non. Je dis que les hommes et les femmes politiques, les médias, l'éducation nationale et plein d'autres, globalement la société, doit pouvoir porter un message qui est effectivement la démocratie, c'est pas la violence. Et la violence doit être condamnée. Et que je le redis, donc je virgule sur les réseaux sociaux. Verbaliser les ponctuations, voilà, c'est important. Sinon, sur les réseaux sociaux, vous voyez bien que cette violence inouïe, je veux dire, moi, sur votre antenne, j'ai un manche, je ne sais plus sur quelle émission, j'ai eu le droit pendant des heures d'injures, etc. Donc on y est tous soumis. Ça n'excuse pas et je pense qu'il faut le condamner. Voilà, donc après, il faut aussi que chacun, nous, en tant qu'hommes et femmes politiques, on fasse attention à ce que nous disons et la façon dont nous nous exprimons. Et que aujourd'hui, et encore une fois, je reconnais tout, le sentiment pour beaucoup de Français, parce que dans un certain sondage, il y a aussi un rapport sur la personnalité du président. Encore une fois, ça n'excuse pas, je ne fais pas de parallèle. Je dis qu'il faut parfois le président de la République aujourd'hui trouve à arrondir les angles, en tout cas descendre. Parce que si on nous demande à nous de réagir, il faut que la première personnalité de l'État puisse aussi parfois pouvoir trouver des voies de passage. Et je pense qu'il est important qu'il apaise aussi la société française. L'opinion et la réponse de Jean-Philippe Moinet, pardon. Dans un instant, avant cela, Thomas Herman, toujours sur le terrain. On voit les forces de l'ordre qui sont en train d'éteindre, là, visiblement, ce qui était un début de léger incendie sur un panneau publicitaire. Oui, je veux dire que de là où je suis, en tout cas, je ne le vois pas. Mais en tout cas, c'est sur les images sûrement. En tout cas, parce que le parvis de la gare de Paris-Gare de Lyon est assez grand. Nous, ce qu'on voit, en tout cas, de notre côté, c'est des forces de l'ordre qui commencent un petit peu à se replier et à quitter peu à peu la gare de Paris-Gare de Lyon. Effectivement, vous avez un camion de pompiers qui est mobilisé. Les sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés depuis le début de l'après-midi, car de nombreux feux ont été allumés à plusieurs reprises sur le parcours du cortège. Ça a été le cas, comme vous l'avez dit, Ronald, également, sur le parvis de la gare de Paris-Gare de Lyon. Vous les voyez à la fois, ces policiers, ces CRS, ces gendarmes mobiles qui commencent peu à peu à quitter le parvis, car il n'y a plus beaucoup de manifestants, voire très peu désormais à l'heure où je vous parle. Quelques tensions quand même assez vives à l'arrivée de ce cortège sur ce parvis de la gare, notamment sur la rue de Lyon où nous sommes actuellement, avec notamment des jets de projectiles qui ont été lancés par certains individus à destination des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui ont dû donc être très mobiles et répliquer à l'aide de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Désormais, retour au calme sur ce parvis. Les manifestants qui ont quitté depuis plus d'une heure ce parvis de la gare de Paris-Gare de Lyon peu à peu, et les derniers sont partis il y a une dizaine de minutes. Les commerçants, vous vous en doutez, ont replié leur rideau pendant qu'il y avait ces gaz lacrymogènes qui étaient lancés et ces manifestants qui couraient un petit peu partout. Il y avait de nombreux mouvements de foule également, à la fois sur le parvis mais également dans les rues adjacentes. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est retour au calme sur ce parvis. Merci beaucoup Thomas Herman pour ces précisions. Et les images de l'autre caméra BFM Télé, ce qui expliquait évidemment ma question, montre une voiture retournée, des scooters également retournés et quelques débuts d'incendie visiblement dans des poubelles. Jean-Philippe Moinet, vous vouliez réagir à la réponse et à la question sur le rôle des politiques face aux violences et à la radicalisation que l'on sent de plus en plus prégnante. Oui, qui touche à la fois les institutions mais aussi on va dire du matériel, les objets des citoyens, des voitures, des kiosques. On voit qu'il y a une tendance. Alors c'est une tendance dans la société qui est évidemment pas majoritaire, mais qui est une tendance quand même qui progresse, qu'on peut appeler des virulences agressives.
et aussi et des esprits d'intolérance, finalement. Et l'intolérance, quand ça se diffuse, se propage, ça peut toucher et se propager dangereusement dans une société, dans une démocratie. Donc on est à la fois, il ne faut pas extrapoler le nombre des personnes concernées, mais on voit que ça se répète. Et c'est quand même un problème à la fois de société et d'équilibre démocratique pour les politiques. Et le sujet du respect ou de l'irrespect, il y a une culture de l'irrespect, une sorte de banalisation aussi des apparemment petites violences, mais qui peuvent devenir des grandes violences. Et donc cette propagation, ce système d'intolérance, de violence acceptée, banalisée, pose un problème d'équilibre, me semble-t-il, à la fois démocratie sociale, parce que les syndicats sont d'ailleurs parfois visés par les violences. On voit que les Gilets jaunes ont été les adversaires quelque part quand ils ont été radicalisés des organisations syndicales qui ne veulent surtout pas de violence. Donc aujourd'hui, la question aussi, c'est la canalisation de ces éléments minoritaires mais actifs. Et ça touche aussi l'équilibre de la démocratie politique. Et c'est vrai quand même, les institutions doivent être respectées, pas par principe en soi, il faut respecter tout le monde, mais aussi parce qu'elles ressortissent du suffrage universel. Et c'est le suffrage universel qui fait les institutions. Et donc les institutions démocratiques, quand c'est en démocratie, évidemment, il faut respecter le suffrage universel et donc ceux qui représentent la nation, le président de la République au sommet, mais aussi tous les élus parlementaires. On sait que des sièges de parlementaires ont été tagués, voire partagés. Et c'est un les représentations de la République en marche. Un syndrome et un symptôme quand même pour notre démocratie et qui n'est pas forcément intéressant évidemment de développer. Au contraire, il faut la combattre. On poursuit la discussion justement sur le problème de la représentation et de la conviction du discours politique. Juste Dominique Rizet, je voudrais que vous commentiez ces images. On s'est éloigné de la gare de Lyon, nous sommes dans le 12e arrondissement de Paris et on voit les forces de l'ordre qui petit à petit sont en train d'élargir le cercle et de repousser les derniers qui auraient voulu s'en prendre au mobilier urbain ou directement aux forces de l'ordre. C'est ce qui se passe en ce moment. Oui, parce qu'à la fin de la manifestation, il y a des gens qui ont décidé de ne pas partir tout de suite, de faire courir un peu les forces de l'ordre. Donc c'est extrêmement facile d'incendier des scooters qui sont garés sur les trottoirs parisiens. C'est comment ça marche, hein. On ouvre la trappe à essence et puis on jette dedans une allumette ou on y met le feu. C'est la même chose pour les poubelles. Il y a des manifestants ou des casseurs qui réussissent à promener avec eux des produits inflammables, qui peuvent même en acheter dans des boutiques. Il y a des boutiques sur le trajet des manifestations. Donc regardez, des poubelles au milieu de la rue, des poubelles qu'on incendie. Des personnes jouent au chat et à la souris avec les forces de l'ordre pour... encore une fois, les faire courir un peu pour essayer de mettre un petit peu je ne vais pas redire folklore, mais du désordre à la fin de la manifestation. Alors, le problème, c'est que ces personnes-là sont parties dans des rues sur le chemin de la dispersion. Je pense qu'on doit être du côté du boulevard Diderot ou pas très loin. Donc, partent dans le boulevard Diderot et regardez, tout le long de la route, vont renverser les poubelles, mettre au milieu de la route des éléments du mobilier urbain. Donc il faut aller les chercher, les policiers leur courent après. Voilà, encore une fois, les casseurs ou les manifestants ultra dans leur rôle et les forces de police dans leur pour aller les chercher. 37 interpellations. 37 interpellations à 18h30, c'est le chiffre officiel. Anne-Sora Dubois, on parlait de la défiance envers la parole politique. Oui, on parlait de message d'apaisement aussi. Donc il y a un problème de message, mais il y a surtout un problème de messager. C'est-à-dire que les manifestations se répètent samedi après samedi aussi parce qu'il y a une crise de la représentativité en France qui touche l'exécutif, qui touche les oppositions aussi, qui touche les syndicats. Et donc le messager, quel qu'il soit, n'est plus audible aujourd'hui par ceux qui sont précisément dans ces manifestations. Et aujourd'hui, il faut le dire très clairement, il n'y a pas un parti en fait politique qui s'en sorte vraiment bien. Quoique, à ce stade de son quinquennat, ça va pas plaire à Rachid Temal, mais François Hollande était un peu plus bas que Emmanuel Macron. Donc à la rigueur, en termes d'opinion, effectivement, il a son socle qui tient quand même. Mais c'est vrai, La République En Marche, on parlait de permanences qui ont été vandalisées, on parlait de députés qui ont été intimidés, on les a vus aussi circuler sur les réseaux sociaux, ces courriers. On parle d'un président, on va sortir d'un théâtre alors que c'est quand même un déplacement privé. Cette barrière-là a sauté, il n'y a donc plus la barrière du déplacement officiel au cours duquel on va aller interpeller le président. Et puis du côté des oppositions, celles qui ont tenté au cours des élections européennes de revenir, de capitaliser un peu sur cette colère aussi, en proposant d'autres choses, se sont fait balayer. Ça a été un massacre, il faut le dire
très clairement. Et donc aujourd'hui, la représentativité politique dans ces samedis de manifestations de Gilets jaunes et aussi contre la réforme des retraites, mais aussi dans le flou qu'il y a dans les cortèges, ça montre que c'est aussi parce qu'il n'y a pas une contestation unanime, parce qu'en fait, les messages qui pourraient proposer d'autres solutions ne sont plus entendus, les messages de l'exécutif, non. Aujourd'hui, la parole politique n'est plus entendue par ceux qui manifestent, et très précisément, ça accroît aussi le sentiment d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, parce que la réforme est technique, elle est mal comprise et elle est anxiogène, et il n'y a pas de politique suffisamment fort en termes d'image et suffisamment rassurant pour tenter d'apaiser la situation. Je vous pose la question à vous deux qui êtes sur le plateau, les deux représentants du pouvoir politique, même si vous n'avez pas les mêmes idées. Est-ce que ce n'est pas le moment, on l'entend depuis longtemps, même si on n'est plus dans le cadre de la réforme des retraites, est-ce que quand on parle de la reconnaissance du vote blanc, est-ce que de parler de l'introduction de la proportionnelle, alors qu'on vit une crise effectivement de la représentativité, est-ce que ce n'est pas le moment, est-ce que ce n'est pas ça le vrai geste qui pourrait contenter et calmer les gens qui sont dans la rue plutôt que d'un calcul des pensions différentes? Je voudrais votre avis à tous les deux sur cette question. Alors, la question du vote blanc a souvent été posée. C'est qu'est-ce qu'on y met derrière? C'est-à-dire que quand on reconnaît le vote blanc, ça veut dire quoi derrière? Vous voyez, on revote ou on revote indéfiniment. Parce que là, on parlait de la crise de la représentativité, et je suis tout à fait d'accord. Mais ceux qui manifestent, ils représentent qui? Ils représentent quoi? Ils ne sont pas représentatifs non plus. Donc à la fin des fins, qui est représentatif? Je trouve que le système actuel, certes, il a beaucoup de défauts, mais c'est encore ce qu'il y a de mieux. Rachid Temal. Donc moi, je suis pour effectivement rappeler, bien sûr, la question du suffrage. Et moi, à titre personnel, effectivement, je suis favorable d'abord à descendre le droit de vote dès 16 ans, une obligation de vote, et parce que je crois que ça va avec le vote blanc. La reconnaissance de vote blanc va avec, je crois, le vote obligatoire. Après, il faut aller beaucoup plus loin. Je crois qu'on a un rapport aux institutions qu'il faut aussi faire évoluer. Moi, par exemple, je pense qu'il faut aussi, notamment, faire en sorte que les régions... Moi, je suis assez favorable, c'est un titre personnel, pour que ce soit des vraies régions avec des parlementaires et donc un pouvoir aussi... Décentralisé. Non, c'est pas que... Là, moi, je peux aller beaucoup plus loin. Okay. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment quasiment des députés régionaux qui peuvent aussi, sur un certain nombre de territoires, voter des lois régionales. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois, il faut être proche, et puis ne pas faire cette capacité-là. Donc je crois qu'il y a un vrai chantier qui est devant nous, mais ça ne passera pas seulement par des mesures nationales. Je pense que c'est plus global que ça. Et juste un dernier mot, je rappelle que la crise qu'on évoque depuis tout à l'heure, sociale, etc., parce que c'est une crise sociale pour laquelle personne pour l'instant n'arrive à répondre, je vous l'accorde, c'est aussi une crise qui est dans d'autres pays d'ailleurs. On voit que ce n'est pas que en France. Et le danger que nous avons dans cela, c'est le basculement, et on voit bien que des mouvements nationalistes, populistes, pointent leur bout de leur nez. Merci Dominique Da Silva et merci Rachid Temal d'avoir été pour cette première heure de 7 jours BFM.